Le Japon ou la quête de soi. Patrick Belver. Par la rapidité et l'efficacité avec lesquelles il s'est approprié les sciences de la société et de la culture développées par l'Occident, le Japon occupe assurément une place singulière dans la comparaison des savoirs et des pratiques de recherche dont sont l'objet les pays extra-européens. Rappelons qu'en 1854, le gouvernement shogunal, renonçant à une politique d'isolement scrupuleusement appliquée depuis plus de 2 siècles, se trouva contraint, sous la menace des armes, de concéder un traité d'amitié aux États-Unis. 4 ans plus tard, celui-ci était complété par un traité commercial prévoyant l'ouverture de plusieurs ports aux citoyens et aux négoces américains. Presque aussitôt, toutes les puissances européennes obtenaient tour à tour les mêmes avantages, ce qui n'alla pas sans créer de graves dissensions au sein du pays qui fragilisèrent la position jusque-là hégémonique du pouvoir shogunal. Dans cette période de tumulte, beaucoup de dirigeants, et plus promptement encore les nouvelles élites apparues alors, comprirent le caractère inéluctable de la confrontation avec l'Occident et la nécessité concomitante pour le Japon d'acquérir ses connaissances scientifiques et technologiques, d'abord pour leur application militaire, s'il voulait sauvegarder son intégrité territoriale et son autonomie politique. L'impuissance de la Chine à s'opposer aux empiètements des pays occidentaux était là, au demeurant, pour souligner l'acuité et l'ampleur du danger. Ainsi, la question même de l'ouverture à l'Occident n'était-elle déjà plus l'enjeu de la guerre civile qui se déroula entre 1866 et 1868 et qui déboucha sur l'abolition du régime shogunal, jugé incapable de contenir les pressions étrangères. Celui-ci fut immédiatement remplacé par un gouvernement constitué autour du jeune empereur Mutsuhito, dans l'esprit d'un retour au principe de l'État antique, dont le règne prit le nom de Meiji, 1868 à 1912. C'est dans la foulée de cette mobilisation patriotique suscitée par l'intrusion des puissances occidentales, et sur leur modèle, que le Japon va entreprendre sa modernisation, Kindaika, et devenir lui-même un lieu de production des savoirs dont se prévalait l'Occident. Antérieurement à ce grand tournant, alors qu'il était interdit à tout Japonais de quitter le pays, les élites dirigeantes et intellectuelles n'avaient cependant jamais cessé de manifester leur curiosité pour les choses de l'Occident. Par l'entremise du comptoir hollandais de Nagasaki, les Hollandais étant avec les Chinois les seuls étrangers autorisés à venir commercer au Japon depuis le milieu du XVIIe siècle, les élites japonaises purent se tenir informées de l'évolution politique de l'Europe et surtout commencer à se familiariser avec ses sciences, la médecine et l'astronomie en particulier. Un corps de fonctionnaires interprètes et des clercs, spécialistes des études hollandaises, Angakusha, autrement dit de l'Occident, se consacraient à cette collecte de connaissances et d'informations sous la tutelle des autorités shogunales. Nation et éducation. Dès avril 1868, un engagement en 5 articles, Gokajo no Gozaimon, promulgué au nom de l'empereur, enjoignait les Japonais d'aller rechercher dans le monde entier les connaissances qui aideraient à renforcer le pouvoir impérial. En 1872, le gouvernement instituait un système d'éducation comprenant 3 niveaux, école élémentaire et moyenne, université, et rendait obligatoire l'enseignement élémentaire à partir de l'âge de 6 ans. Le décret mettait l'accent sur la nécessité de développer les talents individuels par l'apprentissage des sciences et des arts. Une vingtaine d'années plus tard, le Japon disposait d'établissements d'enseignement supérieur publics et privés abritant toutes les disciplines connues en Occident. Jusqu'à la restauration de Meiji, le pays ne possédait aucune institution comparable aux universités européennes, ni même de système centralisé pour le recrutement et la formation des fonctionnaires, comme cela était le cas en Chine. C'est dans des écoles ou de petites académies domaniales ou privées que les jeunes gens issus de la classe guerrière et en moindre proportion ceux de la classe marchande pouvaient, sous la direction de maîtres, étudier les œuvres des penseurs chinois et japonais ou s'initier à des savoirs pratiques. Les enfants de la paysannerie, pour au moins la moitié d'entre eux au début du XIXe siècle, avaient accès à un enseignement élémentaire dispensé dans des écoles de village, généralement liées à un monastère bouddhique. Avec le renforcement de l'armée nationale et la création d'un système de législation comparable à ceux des pays européens,
la promotion de l'éducation fut au centre d'une politique méthodique poursuivie par tous les gouvernements qui visait à mettre le Japon à parité avec l'Occident. L'urgence qu'il y avait à obtenir la légitimation internationale de l'État né de la restauration de Meiji explique au demeurant l'importance d'emblée accordée à la science juridique, notamment dans ses traditions françaises et allemandes, au sein des établissements d'enseignement supérieur. Le premier effet attendu de cette politique devait être la révision rapide des traités, qualifiés d'inégaux, concédés par l'ancien gouvernement shogunal. Il faudra pourtant attendre l'oligarchie dirigeante, vite relayée par des initiatives privées, qui entreprit de doter le pays de toutes les infrastructures indispensables au développement d'une économie industrielle, tout en se gardant de faire appel aux capitaux étrangers. Le principe même de cette politique, dont le coup pesa d'abord sur la paysannerie, fit l'objet d'un large consensus au sein des élites. Les savoirs universitaires, comme les compétences utiles dans les secteurs militaires, industriels, agricoles ou administratifs, furent acquis à la fois par l'envoi d'étudiants en Europe et aux États-Unis et par l'invitation de plusieurs milliers de professeurs ou d'experts étrangers originaires d'une vingtaine de pays. Certains de ces enseignants se sont rendus célèbres, comme le biologiste Edward Morse, 1838-1925, nommé à l'université de Tokyo en 1877, l'année de sa création, qui introduisit l'archéologie au Japon, ou le philosophe Ernest Fenollosa, 1853-1908, qui, dans cette même université au cours des années 1880, définit les linéaments d'une histoire de l'art japonais en même temps qu'il propagea les idées de Herbert Spencer. Ce dernier, avec John Stuart Mill, Jeremy Bentham et Auguste Comte, auxquels s'attachent les noms de deux grands intellectuels qui se firent les interprètes de leurs idées, Fukuzawa Yukishi, 1834-1901, fondateur de l'université de Keio, et Nishi-Haman, 1829-1897, fut l'un des penseurs les plus commentés dans les débats concernant le type de gouvernement qu'il convenait au Japon d'adopter. Parce qu'il répondait à la nécessité de développer l'esprit d'entreprise et de compétition, l'individualisme, dans ses versions utilitaristes, sembla même un temps pouvoir se substituer entièrement à la vieille éthique confucéenne. Mais les idées de Rousseau ou de Montesquieu, pour ne citer qu'eux, nourrissaient-elles aussi la réflexion politique au milieu de l'ère Meiji.